2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain avec Daniel Costel, on plonge dans l'histoire et sous la mer avec l'épopée des sous-marins. Je suis venu à Paris pour y réaliser une idée sublime. Je vais faire sauter les vaisseaux de guerre en naviguant sous l'eau et à vapeur. Robert Fulton, 1797. Ans d'histoire. Il y a 2300 ans, alors qu'il revenait de l'Inde en longeant le golfe Persique, Alexandre le Grand fit débarquer d'un de ses bateaux une étrange machine. C'était une espèce de tonneau, consolidé par des plaques de bronze et renforcé à l'intérieur par des barreaux et un banc de bois. Après avoir conquis sur Terre le plus grand empire de son temps, Alexandre avait décidé d'explorer le fond des mers à bord de ce premier submersible de l'histoire. Pendant quelques heures, à 26 mètres de fond, il réalisait ainsi un des plus vieux rêves des hommes. Mais il a fallu attendre encore plus de 20 siècles pour qu'ils inventent les premiers sous-marins modernes. Non pas comme Alexandre, pour aller voir ce qui se passait sous la mer, mais pour y faire la guerre. C'est ainsi qu'en 1864, pendant la guerre de sécession, sur la côte est des États-Unis, un officier sudiste recrutait un équipage pour attaquer sous l'eau la flotte nordiste qui assiégeait depuis plusieurs mois le port de Charleston. Nous sommes venus recruter un équipage pour le CSS Hunley. Beaucoup l'ont certainement vu passer sur leur coque. C'est un navire sous-marin, le premier de ce genre. Nous remorquons une torpille. Après, nous plongeons sous un bateau et coinçons la torpille dans sa coque. Notre but est d'attaquer par en dessous et de détruire autant de bateaux ennemis qu'il faudra pour briser le blocus des nordistes. Je cherche 7 hommes de plus. Je veux des hommes qui puissent rester dans un lieu fermé, pendant une période assez longue, capables d'endurer la chaleur et parfois l'obscurité. Des hommes courageux. Les volontaires, faites un pas en avant. Expliquez-moi, lieutenant. Pourquoi des soldats de l'armée essaient-ils de faire le travail de vrais marins? Vous voulez prendre ma place, monsieur le marin? Non, merci. Quand je me bats, c'est sur l'eau, pas en dessous. Rompez! Viens, vas-y, regarde. C'est courageux. C'est pas toi qui fais ça. Daniel Costel, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un film CSS Hunley, l'histoire d'un sous-marin pendant la guerre de sécession, un des premiers sous-marins d'une histoire très longue que l'on retrouve dans une série magnifique qui vient d'être éditée par TF1 Vidéo, une série dont vous êtes l'auteur, sur l'histoire de la marine. Alors ça, c'est un chapitre, l'histoire des sous-marins, mais vous nous y rappelez notamment que les sous-marins, on n'a pas attendu le CSS Hunley pour en rêver. Déjà, on en rêvait sous Alexandre d'aller sous l'eau. Oui, c'est-à-dire que la situation qui requiert le travail en eau et en eau peu profonde a amené les hommes, par exemple la construction de piles de ponts, vous voyez, a amené les hommes dans l'Antiquité, assez lointaine, de disposer de cloches à plongeurs. La cloche à plongeur, c'est ce qui se rapproche le plus, si vous voulez, de l'histoire que vous avez racontée avec Alexandre. Et c'est plutôt des scaphandres. D'ailleurs, le mot vient du grec, scaphéandros, c'est-à-dire l'homme barque. Hein. C'est-à-dire que le scaphandre c'est un vêtement, si vous voulez, qui permet de plonger sous l'eau, qui permet d'aller sous l'eau. Enfin, encore une fois, jusqu'à une période très récente, dans des eaux très peu profondes. Mais la cloche à plongeur permet de travailler sous l'eau d'une manière plus simple, si vous voulez. Alors, oui, alors c'est un vieux rêve qui va prendre forme très très lentement. Il y a un Anglais, vous en parlez dans ce film sur l'histoire des sous-marins, un Anglais qui s'appelait William Bourne qui invente la base du principe de base du sous-marin qui est le ballast. Et puis alors un autre plus tard, plutôt un Hollandais qui à Londres en 1620 fait avancer une espèce de barque sous-marine, on ne sait pas très bien ce que c'est, qui a des rames. Oui, alors il y a
un moment dans votre extrait qu'on a entendu qui est très intéressant. Au fond, les marins voient ça d'un très mauvais œil. Oui. C'est une affaire répugnante en réalité. On se dit, c'est pas noble de faire ça. Il y a quelque chose de traître. Mais ça arrive toujours dans des situations de blocus. Si c'est arrivé au temps de Bushnell, c'est-à-dire quand il a inventé la tortue, c'était pour le blocus de la flotte anglaise pendant la guerre d'indépendance américaine. Ensuite, pendant la guerre de sécession, c'est le blocus autour des côtes de la Confédération des États sudistes. Et on cherche un moyen, quand on a... En fait, c'est une sorte d'arme de pauvre, c'est une arme de gens qui se savent moins forts que la flotte adverse. Et qui est inquiétante. J'ai lu dans un livre référence de Jean-Jacques Antier, qui est un grand spécialiste de l'histoire des sous-marins, cette phrase de Léonard de Vinci, qui avait inventé une espèce d'appareil qui permettait aux hommes d'aller sous l'eau, et il la dissimule, et il ne veut pas en parler, et il explique pourquoi. Ceci, je ne le publie pas, à cause des mauvaises natures des hommes qui recourent alors aux assassinats dans le fond des mers, en rompant les vaisseaux par le fond, les faisant couler avec les hommes qui s'y trouvent. Donc, il a déjà conscience, Vinci, que, au fond, c'est assez effrayant ce que les hommes peuvent imaginer pour aller sous l'eau. Daniel Costel. Vous savez, ce qui me pousse quand je fais mes séries, ce qui m'a le plus intéressé dans cette série, et ce que je trouve, moi, constamment amusant, incroyable, c'est que tout ce qui touche les sous-marins, si vous voulez, tout ce qui va autour des sous-marins, ce sont des documents d'archives, des interviews absolument extraordinaires. Je veux dire que depuis le début, c'est bien beau de dire on va aller sous la mer, etc., mais ça génère des histoires incroyables. On a vu comment la tortue fonctionnait. Alors la tortue, justement, je vous coupe simplement parce que la tortue, c'est le premier véritable sous-marin inventé pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, et on la voit dans votre film, parce qu'il y a des étudiants américains qui l'ont reconstitué. J'ai pas un souvenir tout à fait net de ça. Je veux dire par là que pour moi, le tournage de cette séquence, j'ai eu l'impression à un moment que je risquais vraiment quelque chose. Ces gens qui avaient reconstitué la tortue, ils avaient un côté kamikaze quand même, parce que tous les témoignages de l'époque, et qui ont d'ailleurs permis de cette reconstitution, montrent que le type qui était dedans, c'était une espèce d'œuf, si vous voulez. Il s'appelait la tortue parce que les deux côtés de la carapace, c'était deux hémisphères, si vous voulez, qui ressemblaient à deux coquilles de tortue, enfin deux écailles de tortue, et ensemble, ça faisait à l'intérieur une espèce d'œuf dans lequel il y avait un homme qui disposait d'une espèce de rame qui faisait un battement, je veux dire, qui se... c'est même une hélice, hein, vous le rappelez. D'ailleurs, au moment où il n'y a pas d'hélice, parce qu'il n'y a pas de bateau à voilà, moteur. Alors on peut appeler ça plutôt une sorte de rame qui a une forme d'hélice, une préfiguration d'hélice, mais qui marchait qui fonctionnait avec comme un vélo d'appartement, si vous voulez, et le type avait un tuyau qui allait jusqu'à la surface, une espèce de préfiguration aussi du schnorkel, et puis il avait une vitesse qui était telle que je crois qu'il a fait 3-4 km en 4 heures, enfin jusqu'à ça. Ça a été un échec parce qu'il s'agissait d'aller planter sous la coque d'un bateau anglais qui assiégeait New York. Non, mais ça a été une histoire formidable, c'est une histoire tout à fait rigolote, parce que dans un bateau de guerre de l'époque, il y avait les bateaux qui étaient énormes et entièrement en bois. Et il devait y avoir 1 ou 2 clous dans le truc. C'était tout le reste était serti, embouti, etc. Il a essayé de faire un trou pour placer sa charge, mais il est tombé sur la seule morceau de ferraille qu'il y avait sur le bateau. Donc ça a été un échec. Il est rentré, ce premier sous-marin. Oui, mais moi j'ai vu faire ça. Oui, mais moi j'ai vu faire ça avec beaucoup d'angoisse parce que c'était terrible. Et d'ailleurs, la tradition des sous-marins jusqu'à aujourd'hui est que c'est presque aussi dangereux pour l'équipage que pour l'ennemi. Alors après cette première tortue, ce premier sous-marin de l'histoire, il y a Robert Fulton qui va proposer à Napoléon un appareil pour faire la même chose à la flotte anglaise. Napoléon dit que c'est pas mal, puis comme il va faire la guerre sur terre, finalement, il laisse tomber. Fulton va aller proposer son projet aux Anglais qui s'en méfient, puis il va aller retourner dans son pays natal qui est les États-Unis. Et puis alors, il y a Jules Verne aussi qui au 19e siècle, parce que le bateau de Fulton s'appelait le Nautilus, et Jules Verne va prendre ce nom pour décrire ainsi, c'était le bateau du capitaine Nemo
qui a fait rêver. Voilà, il va transformer une idée militaire ou une idée technologique en rêve de l'humanité. Ça, c'est le propre de Jules Verne. C'est-à-dire que d'un seul coup, tous les ingénieurs, tout le monde va se mettre à réfléchir à une idée, comment faire aussi bien que Jules Verne, en réalité. Et un rêve qui deviendra une réalité au même moment, d'ailleurs au moment où Jules Verne écrit 20 000 lieues sous les mers, c'était pendant la guerre de sécession, les sudistes construisant donc un sous-marin, qui sera le premier d'ailleurs à couler un navire de surface en 1864, un sous-marin dont le mode de propulsion et le confort à bord n'a pas grand-chose à voir avec les sous-marins d'aujourd'hui. Un autre extrait du film, CSS Hunley. À l'avant et l'arrière se trouvent les ballastes. Pour les remplir, il faut ouvrir ces vannes. C'est moi qui vais m'occuper de stabiliser le navire. J'utiliserai cette barre de plongée pour contrôler les gouvernes plongées bâbord et tribord. On utilise une jauge pour calculer notre profondeur. Sous l'eau, on se dirige avec une boussole. Mais la coque est métallique, alors ce n'est pas très juste. Nous devons par conséquent remonter pour nous repérer visuellement. Pour renouveler l'air, nous sommes forcés de monter à la surface pour pouvoir ouvrir les écoutilles. Il faut être extrêmement prudent quand elles sont ouvertes, messieurs. Ce bateau est très lourd. Et même une petite quantité d'eau peut le faire couler. Pour refaire surface, nous pompons l'eau dans les ballastes avec ces pompes, à l'avant et à l'arrière. Pour nous déplacer, messieurs, il y a ces manivelles. Nous les tournerons lentement, nous les tournerons très vite, mais ne prenez surtout pas ça à la légère. Très bien, nous allons faire un essai. Les amis, nous allons plonger. Alors quand on voit Daniel Costel le confort, même relatif, dont bénéficient aujourd'hui les sous-mariniers, on a du mal à imaginer cette époque héroïque où par exemple le mode de propulsion des sous-marins sous l'eau et sur l'eau, c'était l'huile de coude, c'était avec des manivelles qu'on faisait tourner l'hélice. Oui, parce que le moteur, tel qu'on l'a connu, n'était pas inventé. Il date du début du siècle. Et c'est quand le moment où les choses ont changé, c'est quand on a vu apparaître le moteur, la propulsion diesel et électrique et l'air comprimé, l'utilisation de l'air comprimé. Mais je crois que ce qui est le plus intéressant dans ce qu'on a entendu là et ce qu'on voit apparaître tout de suite, c'est le souci immédiat de savoir comment respirer. C'était pas si simple. Et en particulier, j'ai eu la chance d'interviewer un homme. Alors vous savez, c'est toujours la merveille de ces séries, c'est que elle a été faite il y a pas mal d'années et que à cette époque-là, il y avait encore des gens qui étaient vivants et qui avaient vécu cette époque tout à fait fantastique. En particulier un type qui s'appelle Émile Garlanda, qui avait plongé en 1912 à bord de la Lose, qui était un des premiers sous-marins français. Et au fond, la situation était semblable à celle des mines de charbon. C'est-à-dire qu'ils emmenaient un York avec eux, un petit chien, quoi. Ils le mettaient sur le plancher du sous-marin, et le York, quand il commençait à mourir, il fallait remonter, parce qu'il n'y avait plus d'air, il y avait du gaz carbonique. Mais on écoute justement Émile Garlanda, tiré de votre DVD, justement, c'était quand vous l'avez interviewé, ce marin qui a connu cette époque héroïque des sous-marins, Émile Garlanda, interviewé donc par vous, Daniel Costel, en 1978. J'ai embarqué à bord de la Lose en 1912, alors que j'étais jeune quartier-maître. Ce sous-marin était du type des fritures. Il était propulsé par des batteries d'accumulateurs. Vous plongiez à combien? Oh, nous plongions à 10 mètres, ce maximum. Et alors, quelquefois, pour accélérer la plongée, on courait à 2 ou 3 à l'avant pour faire descendre plus vite Mais vous aviez peur? Oh, pas du tout. Vous savez, nous n'étions pas très loin de Toulon. Enfin, vous étiez au fond de l'eau quand même. Ah oui. Enfin, il y avait toujours des moyens de sécurité. En chassant à l'air comprimé dans les ballastes, on remontait vite en surface. Mais vous n'aviez pas l'impression que c'était très dangereux de monter là-dedans? Oh non, nous ça nous plaisait parce que la vie à bord des sous-marins, c'était la vie de famille. Et c'était Émile Garlanda, le dernier survivant, quand vous l'avez interviewé, je crois, Daniel Costel en 78. Je voudrais tout de suite vous dire que ça, c'est une idée très importante dans le monde des sous-marins, c'est l'idée de la vie de famille. Je crois que c'est
un endroit, le sous-marin, si vous voulez, et c'est un type d'équipage qu'on va retrouver dans toutes les guerres, dans tous les conflits, et jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont très peu, ils sont très solidaires les uns des autres, et il y a un sentiment comme ça effectivement, de vie de famille, d'esprit de corps, mais dans un corps très réduit. Ils sont une quinzaine, une vingtaine, peut-être 100 dans les très grandes unités, mais ça fait des hommes qui ont un esprit d'amitié et de solidarité formidable. Et dans des machines qui n'ont pas cessé de se perfectionner depuis la guerre de sécession, quand on est passé, vous le rappeliez Daniel Costel, à la propulsion électrique avec le Gustave Zédé français en 1888, le diesel bientôt, ce qui va poser évidemment des problèmes de réapprovisionnement en essence. Et puis il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que pendant la guerre de sécession, ou comme à l'époque de la tortue, pendant la guerre d'indépendance américaine, les sous-marins, si on peut les appeler comme ça, sont plutôt des poseurs de mines que des lanceurs de torpilles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils trimballent quelque chose de très dangereux, qui est le long de leur coque, pour aller le coller sous la coque du bateau qu'ils doivent justement faire passer par le fond, mais c'est extrêmement dangereux. Alors il y a une invention qui était capitale, vous le rappelez aussi dans ce DVD, c'est justement l'invention de la torpille par un Anglais, Whitbread, en 1868. Ça, c'est essentiel, ça fait vraiment du sous-marin une arme moderne et dangereuse. Ah oui, il n'y a pas plus dangereux. Hein. Mais vous savez, je repense à cet extrait que vous avez donné, et je pense à la plongée que j'ai faite moi-même. J'ai eu la chance de plonger à bord d'un sous-marin allemand de la guerre. Et quand la deuxième guerre. De la Deuxième Guerre mondiale, oui. Mais au fond, il n'y a probablement pas une grande différence entre ce sous-marin et le sous-marin que vous évoquez là, tout à fait dans les débuts, quoi. Je crois que ce qui est le plus troublant et le plus extraordinaire dans cette plongée, c'est qu'on n'a aucun sentiment, aucun repère. Vous êtes enfermé dans une boîte qui bouge pas. Il se passe rien. Les seuls qui ont, disons, l'idée de ce qui se passe, ce sont les gens qui consultent les cadrans. Les cadrans bougent. Il se passe des choses. On sait qu'on plonge, si vous voulez. Mais quand on n'est pas directement devant les cadrans, par exemple, nous étions à bord près du kiosque, là, c'est-à-dire dans une pièce fermée, et on n'a aucune espèce de sentiment de quoi que ce soit, vous voyez. C'est très, très, très angoissant. C'est très angoissant. Je crois que l'angoisse est une des données fondamentales, si vous voulez, de la manière dont ont vécu les sous-mariniers et continuent à vivre. Alors vous évoquiez les sous-marins allemands, ils ont servi dès la Première Guerre mondiale, mais assez curieusement, c'est la France, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, au début du siècle, qui est en avance dans le domaine des sous-marins. Les Anglais s'en méfient, c'est très étonnant, alors qu'ils ont la première flotte du monde. J'ai sous les yeux ce que disait un amiral du 19e siècle, le premier lord de l'amirauté, John Jervis, qui disait, en parlant des sous-marins, ne le regardez pas, n'y touchez pas, si nous acceptons le sous-marin, d'autres nations feront de même, et ce sera le coup le plus fort que l'on puisse imaginer porter à notre suprématie sur les mers. Tout à fait. Et les Anglais c'est la fameuse répugnance devant une telle traîtrise, devant un engin qui est aussi dangereux, mais qui ne joue pas les règles de la marine. Vous voyez, il y a une espèce d'idée de la règle. Cela dit, les Allemands dans les deux cas des deux guerres mondiales, ont loupé un peu leur coche à eux, hein, je veux dire heureusement d'ailleurs, parce que c'est mieux pour nous, mais ils ont construit 300 sous-marins pendant la Première Guerre mondiale et beaucoup plus pendant la Deuxième, mais ils ont construit aussi énormément de navires de surface, et en réalité, ils étaient là encore dans une situation de blocus où s'ils avaient construit que des sous-marins, évidemment, ils auraient empêché toute forme de circulation sur la mer. Oui. Parmi les sous-marins qu'ils ont construits dès la Première Guerre mondiale, il y en a un qui est très étonnant, parce que c'est pas un sous-marin de guerre, c'est un sous-marin de commerce, une espèce de paquebot sous-marin, qui s'appelle le Deutschland. De cargo sous-marin. Pas de paquebot, de cargo sous-marin. Qui s'appelait le Deutschland, qui est parti aux États-Unis en 1916. Alors, il faut rappeler quand même, Daniel Costel, que en 1916, les États-Unis sont encore neutres. Ils sont pas en guerre avec l'Allemagne, et c'est la raison pour laquelle ce bateau, ce sous-marin... Tout à fait, ils commercent avec l'Allemagne, les États-Unis sont un pays neutre, avec certaines restrictions, mais en tous les cas, l'idée de faire passer à travers le blocus
un énorme sous-marin, puisque ce sous-marin faisait 4000 tonnes, ce qui était tout à fait extraordinaire pour l'époque, et c'était donc une énorme coque qui avait été pas armée. Il y avait c'était destiné essentiellement à ramener des métaux précieux, des métaux non ferreux, je crois. Oui, enfin tous les alliages et tout stratégiques dont avait besoin l'Allemagne et qui ne pouvaient pas se procurer puisque le blocus britannique était tout à fait imperméable. Et le Deutschland est donc allé à Baltimore pour chercher sa cargaison. Il est revenu en 1916. Écoutez justement le commandant du Deutschland à son retour en Allemagne après ce voyage sous-marin aux États-Unis. C'était en 1916 et il fait un éloge étonnant de la liberté des mers. Même dans un avenir lointain, notre premier devoir est et sera de favoriser en pleine guerre mondiale le commerce pacifique et d'apporter au cœur, qui aux États-Unis ont choisi ce qui est allemand, la preuve tangible que l'Allemagne existe en tant qu'État, dont les forces vives sont intactes et qu'elle continuera à lutter pour la liberté des mers. Et c'était une très vieille archive, 1916, le commandant de ce cargo sous-marin, si on peut l'appeler comme ça, le Deutschland, de retour des États-Unis, et il évoque la liberté des mers. Ça, c'est vraiment extraordinaire quand on sait qu'au même moment, les Allemands, avec leur U-boat, qui vient de Unterseeboot, je crois, les bateaux sous-marins, avec leur U-boat, sont déjà en train d'écumer littéralement l'Atlantique pendant la Première Guerre mondiale. Il y a un personnage que j'affectionne beaucoup, qui est une espèce d'archétype, si vous voulez, qui est le personnage le plus intéressant de toute cette lutte sous-marine. Il s'appelle Arnaud de la Perrière. Il y a un nom français pourtant. Tout à fait, c'est le capitaine Unzi, Arnaud de la Perrière, c'est un descendant des Huguenots, vous savez, qui était parti en Prusse pendant après la révocation de l'édit de Nantes, sous Louis XIV. Et qui avait des traditions et un nom français. On va le retrouver d'ailleurs dans la Deuxième Guerre mondiale, celui-là, il commandera la marine allemande, une partie de la marine allemande. Mais là, on voit dans le film, on voit dans cette série, c'est extraordinaire parce que ça, son idée à lui, c'était de pouvoir rayer le maximum de noms sur le registre de la Lloyd's. Le registre de la Lloyd's, vous savez, la Lloyd's, c'est une compagnie d'assurance anglaise qui assure les bateaux. Alors il y avait un registre avec dedans les silhouettes des bateaux, etc. Alors il les rayait au fur et à mesure avec une espèce de joie mauvaise. On le voit faire ça. Il a coulé près de 500 000 tonnes. Pas mal, à peu près 200 navires alliés, dont d'ailleurs un nombre important de voiliers. Vous savez, c'était des gens qui étaient sans pitié. La guerre sous-marine a été une guerre abominable. Il faut rappeler l'objectif de l'amiral von Tirpitz, qui était le commandant à l'époque de la flotte allemande, et qui est l'objectif de l'Allemagne de Guillaume II, c'était d'asphyxier la Grande-Bretagne, au fond. Au fond, c'est les mêmes idées qu'on retrouvera d'ailleurs 20 ans plus tard. Tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont été trop loin, puisqu'ils ont fini par torpiller un paquebot américain. Britannique. Un paquebot britannique. Il était la Cunard. Oui, non, mais ça c'est la grande catastrophe, évidemment. On n'en parle plus parce qu'on parle beaucoup du Titanic. Pour moi, c'est une affaire américaine. Non, parce que justement, c'est en 1915, Daniel Costel, les États-Unis sont pas en guerre et les Allemands se gardent bien de torpiller des bateaux battant pavillon américain. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils torpillent le Titanic sous prétexte que ce paquebot... Le Lusitania, excusez-moi. Le Lusitania, qui appartenait à la Cunard, sous prétexte que ce paquebot transportait en douce des armes à destination de l'Angleterre, manque de peau, non seulement il tue 1198, je crois, 1198 personnes, mais il y avait parmi eux 128 Américains. Et c'est la raison, c'est une des raisons qui ont conduit les États-Unis à entrer. Mais lointaine, ça a été 2 ans avant. Oui, mais enfin, ça a été exploité pendant longtemps comme une espèce de symbole de la barbarie allemande. Mais cela dit, il faut bien dire aussi que quand on parle de cette répugnance des Anglais par rapport aux sous-marins, je crois qu'on peut continuer à avoir une espèce de répugnance et même de terreur par rapport aux sous-marins. Je crois que ce qui est né dans cette Première Guerre mondiale, c'est la terreur des sous-marins. Ça va être dans la Deuxième Guerre mondiale une terreur qui va amener Churchill à dire que c'est vraiment dans la bataille de l'Atlantique que la guerre a été pendant un moment en balance. Je veux dire, il y aurait pu avoir une victoire allemande. Une terreur aussi
qu'éprouvaient peut-être aussi les équipages de sous-marins, parce que on se rend compte aussi en regardant votre DVD, Daniel Costel, que les pertes sous-marines pendant la Première Guerre mondiale, les pertes allemandes ont été considérables, parce que évidemment au fur et à mesure que se développe la guerre sous-marine, se développe aussi la lutte anti-sous-marine, et c'est pendant la Première Guerre mondiale, en 1915, qu'a été inventée la grenade sous-marine, qui va infliger des pertes importantes, je crois, aux sous-marins. Je crois qu'il faut expliquer un peu ce que c'est que cette grenade sous-marine, parce que on fait un lien, si vous voulez, entre la terreur des gens qui étaient à l'intérieur, des types qui étaient à l'intérieur des sous-marins, et ce que c'était que la grenade sous-marine. C'est une charge d'explosifs très très puissant, qui est programmé pour exploser à une certaine profondeur. Comme on sait à peu près quel type de profondeur est techniquement possible pour tel sous-marin, si vous voulez, pour les sous-marins allemands en général, c'est-à-dire à l'époque de l'ordre de 80 mètres, 100 mètres, si vous voulez, donc on les règle, ces grenades sous-marines, et on les envoie par paquets. Et alors, elles explosent, c'est d'ailleurs des explosions, on voit bien dans le DVD, c'est très très impressionnant, et ça disloque le sous-marin. Et ces grenades, on les retrouvera, ainsi que les sous-marins, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous en parlerons demain avec vous, Daniel Costel, en poursuivant cette histoire des sous-marins jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes donc le réalisateur de la célèbre série documentaire L'Histoire de la Marine, qui vient d'être rééditée en DVD chez TF1 Vidéo. À lire également L'Histoire mondiale du sous-marin, un livre de référence de Jean-Jacques Anquier, publié aux éditions Robert Laffont, et L'Odyssée des sous-marins de Neil Mallard, un livre qu'on peut lire de 7 à 77 ans, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Les Yeux de la Découverte. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, avec aujourd'hui à la barre Michel Béziquian et Olivier Riotor, au poste de plongée Claire Destacan, Claire Tesser et Violaine Ballet, et au périscope notre réalisatrice Anne Kobilac.